Radio, presse écrite, les mécoms, les métiers de la communication, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Un seul fait d'actualité au sommaire de cette édition. Algérie, l'auteur du faux compte Facebook du Premier ministre aux arrêts. Le présumé avait publié de fausses informations sur les activités du Premier ministre algérien. Celles-ci concernaient des réunions importantes ainsi que la convocation de plusieurs hauts responsables. Qui sont ceux qui arnaquent sur le web? Quels sont leurs modes opératoires? Comment éviter les pièges de ces escrocs en ligne? Éléments d'analyse dans cette édition d'Ici les médias. Il fallait en parler. Il fallait parler de ma version des faits, ce livre qui raconte l'histoire bouleversante d'une adolescente confrontée aux pires réalités de la vie, mais qui finira par se frayer un chemin. Nous en parlerons avec son auteur, Karine Mambou. Bonjour Karine. Bonjour Philomène. Les mécoms. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un data journaliste? En quoi consiste le métier de data journalisme? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Commençons cette émission par l'Algérie où l'auteur du faux compte Facebook du Premier ministre a été mis aux arrêts. Le présumé avait publié de fausses informations sur les activités du Premier ministre algérien. Celles-ci concernaient des réunions importantes ainsi que la convocation de plusieurs hauts responsables. Marcy Boumba. Ici, les médias. Selon TICMAG, le bureau du Premier ministre algérien annonce la mise aux arrêts de l'auteur d'un faux compte Facebook attribué au Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Selon son communiqué cité par l'AFP, ce cyber-escroc dont l'identité n'a pas été révélée a été appréhendé par les services de sécurité qui ont par ailleurs diligenté une enquête. Dans le même communiqué signé du directeur de la communication du bureau du Premier ministre, Ahmed Madani, celui-ci dément formellement toutes les informations provenant de ce compte et relayées par des médias. En effet, l'internaute mis en cause avait publié des informations imaginaires des activités du Premier ministre qui englobaient des réunions importantes et des décisions qui en découlaient ou encore la convocation de plusieurs hauts responsables. Ahmed Madani en profite pour rappeler que le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune ne possède pas de compte sur ce réseau social Facebook et que la création d'un compte n'est pas à l'ordre du jour. Il confirme cependant que le chef du gouvernement possède bien un compte Twitter qui a été ouvert en juin 2017, notant que pour l'instant, selon le journal Jeune Afrique, au moins 9 autres comptes Facebook au nom du Premier ministre algérien sont actuellement visibles sur le même réseau social. Parmi les plus fréquentés, celui du nom de Abdelmadjid Tebboune qui est suivi par plus de 3150 internautes. En réponse, le bureau du Premier ministre a promis de fermer ses comptes. Ici, les médias. C'était Marcy Boumba à Libreville au Gabon. Cette actualité des médias pose clairement l'épineux problème de l'arnaque sur Internet et les réseaux sociaux. Au moment où les vacances scolaires battent leur plein sur le continent, le nombre d'internautes est sans cesse croissant. Une véritable niche pour les cybercriminels. Qui sont ceux qui arnaquent sur le web? Quels sont leurs modes opératoires? Quels sont les pièges à éviter pour ne pas se faire prendre sur Internet? Pour répondre à ces questions, nous avons en ligne du Strasbourg Olivier Nkayu. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bien sûr à tous les autres correspondants. Je rappelle Olivier que vous vous intéressez fortement à la communication sur les réseaux sociaux, également sur Internet, en tant qu'animateur les promos. À Johannesburg, nous avons Karine Mambou. Karine Mambou, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous les auditeurs des médias. Alors, je rappelle Karine Mambou que vous êtes blogueuse, vous êtes la promotrice du blog whatishappeninafrica.com. Avec vous, on discutera de ce système d'arnaque sur les différents réseaux. Alors, de Paris, nous avons Ismaël Karim. Bonjour Ismaël. Bonjour à tout le monde, bonjour auditeurs d'ici les médias. Ismaël Karim, je rappelle que vous êtes journaliste, présentateur télé et radio, vous vous exprimez fortement sur les réseaux sociaux et vous savez de quoi vous en tenez lorsque vous y êtes. Alors, nous avons de Washington Edita Nefertiti. Edita Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à toute la team et bien sûr aux auditeurs des médias. Alors je rappelle Edita Nefertiti que vous êtes une critique des médias, s'il faille le dire ainsi. Vous vous intéressez beaucoup aux médias en Afrique.
Alors, la question est à qui voudrait l'arracher. Qui sont ceux qui arnaquent sur le web? Bah ouais, je préfère me jeter dans l'eau. Ok, d'accord, allez-y, Ismaël. Pour dire quand même que les personnes qui arnaquent sur le net, je pense également que ils sont plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui appuient dans l'homme qui essayent plus ou moins de nuire quand même à un système. Ils le font pas pour rien, c'est forcément pour avoir également certains avoirs. Olivier. Oui. Est-ce qu'on peut identifier ceux qui arnaquent sur Internet? C'est qui? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire arnaquer, parce que sur Internet, on trouve différents profils. Hein. Il y en a qui veulent arnaquer, il y en a qui sont même psychologiquement dérangés. On voit un peu de tout sur Internet. Entre celui qui va pirater un compte, celui qui va diffuser de fausses informations sur une tierce personne, et celui qui, sans véritable identité, qui aura pour photo de profil un pot de fleurs ou une phrase anodine, qui n'aura pas plus d'amis que les de sa main, mais qui aura un certain type d'information à faire passer et qui pourrait être relayé par d'autres personnes qui trouveront en cette information quelque chose de crédible ou pas. Alors, donc, il y a tous ces profils-là sur Internet et notamment les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, est-ce qu'identifier ces personnes? Malheureusement, non, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de mettre nous-mêmes les informations que nous souhaitons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un sur son profil peut décider de s'appeler Pierre-Paul Jacques, on ne saura jamais où il est. Mais on peut le retracer par les adresses IP, mais là, il faut une grosse collaboration entre les pays, parce que si on opère dans un pays et que la compétence territoriale ne vaut pas, il va bien falloir qu'il y ait une coopération entre le pays où on a retrouvé l'adresse IP et le pays où le forfait a été commis. Karine Mambou. Oui. Vous qui écumez les réseaux sociaux tous les jours, hein, vous êtes pratiquement sur Internet tous les jours, est-ce que vous avez été déjà victime d'arnaque? Effectivement, j'ai été victime de cette arnaque-là. Donc, lorsqu'on parle d'arnaque sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas seulement des faux profils, comme le décrit Olivier ou encore Ismaël Karim. Ça va encore plus loin, même dans les sites Internet. Je prends par exemple le cas de mon site WIA qui est donc WhatsApp in Africa. J'ai été victime de cela parce que, vous voyez, lorsque je poste un article, je me retrouve après peut-être 20 minutes avec près de 100 ou 200 views. À la 30e minute, je vais revoir dans le site que j'ai certainement régressé plus tôt, de peut-être 20 views. Donc, il y a des gens qui vous envoient des commentaires lorsque vous approuvez le commentaire dans votre site. Avec mon équipe, on a pu détecter que les gens vous envoient des messages juste pour faire croire qu'ils aiment votre site, mais en réalité, ils ne commentent pas. Edita Nefertiti? Oui. Alors, dis-nous, Edita Nefertiti, à l'observation, que font les gouvernants africains face à la prolifération des escrocs virtuels? Alors, l'Afrique a ceci de particulier qu'on est encore dans nos débuts, entre guillemets, de l'accès à Internet et de la maîtrise de tout ce qui est outils Internet, tout ce qui est sécurité. On est encore en train de grandir, de se former là-dedans. Mais ceci n'empêche qu'il y a des lois qui ont été prises par différents États africains pour essayer de protéger les usagers d'Internet. Quoique ce n'est pas vraiment encore efficace. D'ailleurs, en Algérie, il y a deux principaux textes qui réglementent la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme. On a une loi, la loi du 10 novembre 2004, est relative aux atteintes des systèmes et des traitements automatisés, et la loi de 2009 qui porte sur les règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions aux technologies de l'information et de la communication. Maintenant, ça c'est sur le papier. Après, dans la pratique, c'est pas toujours évident, non pas parce que elles sont pas bonnes, mais simplement parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre cela en efficacité pour tous les usagers, pas seulement pour ceux qui sont des personnalités publiques, mais pour tout usager a droit à la protection. Ouais. Il y a une réflexion avec OADA qui pense aussi sur la régularisation de cette protection au niveau de l'Union africaine, de voir comment les États africains peuvent protéger leurs citoyens de ce fléau-là qui est vraiment très 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 important à contrôler, à éradiquer. Oui, avant qu'on ne revienne à vous, Olivier, Karine, vous nous parlez tout à l'heure de cette autre façon de choper, de voler les likes, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu l'idée à un certain moment de faire recours à la justice pour résoudre le problème? Non, je n'ai pas fait recours à la justice parce que je venais de le constater. Et comme je ne sais pas qui le fait, ce sera difficile de faire recours à la justice parce que ce sera porter plainte contre X. Et lorsque vous portez plainte contre X, ça prendra tout le temps que ça prendra parce que c'est quelque chose qui en soi. Mais je crois que pour ma part, que de porter plainte à la justice dans ce cadre-là, il faudrait plutôt prendre des mesures
préventifs pour pouvoir éviter cela à l'avenir. Ces gens-là, vous ne pouvez pas savoir qui ils sont. Ils viendront commenter déjà votre site a été bien designé. Ben voilà, ça faisait longtemps que je cherchais un site de la sorte. Mais des commentaires à la con comme cela, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec les articles publiés, avec le sujet qui est d'actualité. Donc ils disent des choses juste pour dire parce qu'ils veulent que vous approuviez le commentaire et le oui. approuvé. Donc ça crée dans le lien entre lui et vous et votre site, je veux dire. Et c'est pour ça qu'il vous suffit votre nombre de views. Et à la fin, vous vous rendrez compte que votre site n'évolue pas. Il est faible, les gens ne voudront pas forcément venir laisser des publicités parce qu'ils vous diront que vous n'êtes pas regardé votre site, c'est comme ça, c'est ça. Mais alors que vous faites un travail de fond en comble, voilà, être au top, mais il y a des gens qui ne foutent rien, qui viennent vous Olivier, Oui. jusqu'où le gouvernement peut agir à la poursuite des cybercriminels? On a appris récemment, votre gouvernement, il y a le FBI américain qui a fait excursion en Côte d'Ivoire pour extirper quelques cybercriminels qui avaient estorqué de l'argent aux Américains. Quand on parle d'Internet, il y a vraiment plus de frontières. Il y a des sites qui sont bloqués en fonction du territoire où on se trouve. Par exemple, je prends un cas, moi je suis en France et je me fais pirater mon compte ou je me fais arnaquer par quelqu'un qui est au Rwanda ou au Cameroun. Il va falloir qu'il y ait des accords à ce niveau-là pour que je puisse agir et atteindre le pirate en question. Il y a un cas qui a été très d'actualité et qui d'ailleurs continue d'être d'actualité. Regardons les élections présidentielles américaines. Oui. On a vu que les cybercriminels ont changé la donne. C'est ce qu'on nous dit. Et on accuse les Russes. Il n'y a aucune traçabilité, aucun moyen de pouvoir le prouver. Mais je pense que les États ont la possibilité de trouver des moyens. C'est pour ça qu'on le prend souvent mal au niveau international que certains États africains coupent Internet. Je sais que ça va pas faire plaisir à Karim. Voilà. Je savais qu'il allait arriver là. Olivier fait allusion là, donc, en fait, que le gouvernement devrait couper l'Internet comme à l'Afrique. Non. Et je suis pas d'accord là-dessus parce que c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des brouteurs en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des brouteurs donc au Bénin et au Cameroun, par exemple. Je vous rappelle que les brouteurs ici sont des cybercriminels. Alors, ce système-là, ça les intéresse totalement pas. Aimé Désiré faisait donc allusion tout à l'heure et il nous faisait comprendre que le FBI a fait un dépassement donc pour arrêter ce système. Mais je crois quand même que on n'arrivera pas à arrêter ça. Seuls les accords pourront arrêter ça. Moins d'un mois, j'ai fait un article là-dessus. Le FBI a été effectivement au Cameroun pour interpeller des personnes beaucoup plus du côté de la zone anglophone. Et ça, c'est quoi la conclusion? Excusez-moi. Ils ont expliqué le mode opératoire, qui est ce qui suit. Ils vont vendre, par exemple, des articles qui n'existent pas dans des articles fictifs sur le net et les gens leur versent de l'argent. Pour cela, il y a une continuité dans cette affaire. Et il faut rappeler que si le FBI débarque au Cameroun et en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays en Afrique, c'est surtout pour protéger leurs citoyens qui ont été victimes d'arnaques sur Internet. Ça, il faut le préciser, c'est très important. Surtout, le mot-clé, c'est la coopération qui existe entre les États. Parce que si le FBI est intervenu au Cameroun et en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Parce que les États-Unis, à travers le FBI, sont beaucoup plus équipés pour pouvoir traquer ce type d'individus, ce qui n'est pas le cas du Cameroun, je n'en doute pas, et de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir que c'est parce que, à la clé, il y a eu une très bonne coopération entre ces deux États. Donc, la coopération reste l'élément clé si on veut vraiment mettre la main et mettre hors d'état de nuit une certaine façon d'opérer sur Internet. On va sortir de ce débat, on va sortir avec cette dernière question. Alors, comment éviter les pièges des arnaqueurs sur les réseaux? La cyberarnaque évolue à deux niveaux. Donc, il y a d'abord cette super escroquerie au niveau des États, donc, pour manipuler ou voler un profil d'un personnage public plus étatique, qui est différent de l'arnaque d'une personne lambda à qui on veut extorquer de l'argent. Donc, déjà que même au niveau des États, il y a une sorte d'espionnage par Internet qui est officieusement reconnu, c'est-à-dire les États s'espionnent par ce moyen-là. Donc même un État qui vient proposer son aide pour traquer des cyberattaques, des hackers et autres, pour moi, il faut aussi s'en méfier parce qu'en venant pour traquer, ils peuvent aussi s'introduire dans les systèmes de cet État-là. Ça, c'était une chose. Maintenant, pour le citoyen lambda qui voudrait se protéger de ce genre d'arnaque, la première des choses qu'on oublie souvent, c'est les connexions publiques.
La connexion publique est le meilleur moyen et le moyen le plus facile pour un hacker de rentrer dans votre ordinateur, de prendre vos informations. Donc, évitez au maximum de se connecter sur des Wi-Fi publics. Ce sont des attrapes de pigeons, on va dire, pour le vol d'identité, le vol de cartes et l'arnaque de toutes sortes. Alors, sur des réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, on n'accepte pas toute personne qui demande en amitié. Ça peut paraître banal parce qu'on veut être peut-être populaire. Oui. C'est souvent des hackers. Vérifiez toujours le profil de la personne. Un profil qui a moins d'informations est susceptible d'être un profil de personnes qui ne soient pas vraiment réelles. Donc, faire attention au profil qu'on accepte sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Et ce que je pourrais ajouter pour laisser parler les autres aussi, c'est souvent lorsque les sites officiels n'utilisent pas souvent des liens du style yahoo.com, il faut HTTP, qui, notamment quand on veut par exemple utiliser sa carte bancaire, il faut souvent bien lire le CGC, toutes les mesures de sécurité qui sont en bas, et puis en général utiliser le HTTP qui réduit. Alors ceci ne garantit pas qu'on soit en sécurité, mais ça réduit les risques d'arnaque sur Internet. Karine, en quelques mots, quelles sont les mesures que vous adoptez pour vous éloigner de ces hackers? La méthode que moi j'utilise personnellement pour m'éloigner de ces hackers, c'est juste, moi je prends beaucoup plus de précautions dans mon site. Donc maintenant, je ne vais plus approuver les commentaires à tort et à travers. Je vais d'abord vérifier que la personne qui commente, ce soit une personne réelle. C'est la seule précaution que je puisse prendre en ce moment. Ce qui concerne Facebook, je crois que ce que Nefertiti a dit reste d'actualité. Je suis d'accord avec elle. Évitez parfois également d'accepter l'invitation de la même personne plusieurs fois. Olivier, pour sortir, qu'est-ce que l'on peut adopter comme méthode pour éviter les arnaqueurs sur le réseau? C'est une question, ma foi, difficile. Je vais rejoindre Edita sur ce qu'elle disait tout à l'heure, notamment sur les sites. C'est-à-dire quand on va visiter un site, il faut faire très attention. Il faut toujours veiller à ce que, si on a reçu un mail qui nous dit qu'on a gagné à des millions, il faut toujours regarder qu'il y ait bien le HTTP. C'est très important. C'est vrai que c'est un pare-feu, mais qui n'est pas absolu. On peut toujours, malgré cela, parce que les pirates, dites-vous bien que quand il y a une parade, ils essayent de réfléchir. C'est des gens qui essayent d'avoir 2-3 coups d'avance. C'est pas des enfants de cœur. Personne ne peut vraiment être à l'abri. C'est un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir aussi facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des dispositions. C'est pour ça, pour juste apporter quelque chose à ce que tu as dit sur Facebook, il faut pas transmettre ses informations personnelles. Parce que si on veut accepter tout le monde, il faut pas avoir ses infos personnelles sur la page et pour pas que son identité soit volée. Oui. Olivier, pour ajouter de l'eau dans ton moule, je voudrais aussi dire que parfois vous recevez des messages dans votre mail qui vous dit que vous avez un problème ou alors vous êtes promu sur Facebook. Il faut éviter d'accepter ou alors de suivre la démarche. Parfois, c'est une sorte aussi d'arnaque. Peut-être qu'ils viennent hacker votre site. Et donc voilà, pour finir, vraiment, ce serait un cri. Moi, je ne lancerai pas ça parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Parce que faire la certification c'est très très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut envoyer, soit à Facebook, soit à Twitter ou Instagram pour pouvoir avoir un compte certifié. Parce que jusque-là, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous permet quand même de savoir que on est qui on est et la personne qui nous envoie un message est la personne qu'elle est. Et même avec cette certification, on n'est toujours pas à l'abri si on est une personnalité publique. Oui, on comprend bien que c'est très difficile de se protéger complètement contre les cybercriminels parce que même les plus grosses structures dans le monde se sont victimes de ces escrocs virtuels-là. Mais toujours est-il qu'il faut toujours adopter des petites mesures de prudence qui nous évitent de tomber dans n'importe quel piège. Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je remercie chaleureusement Karine, Edita, Karim Ismaël et bien sûr tous les auditeurs et Philomène Ducy, Cédric Tachago. Je voudrais particulièrement saluer Marcy qui est à Libreville au Gabon. D'accord, merci Olivier. Edita Nefertiti, vous êtes à Washington, vous êtes chroniqueuse, vous avez des chroniques sur Show FM, c'est au Canada, et vous êtes critique des médias africains. Merci Edita d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Mais ça a été un plaisir et mes désirés de partager l'antenne avec toute la team, à qui je souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine, impatiemment. Merci à Ismaël Karim qui est à Paris, merci à Marcy Boumba à Libreville, merci également à Cédric Tachago. À Johannesburg, Karim Mambou, merci Karim Mambou d'avoir participé cette autre fois-ci à l'émission Ici les médias. Je rappelle Karine que vous êtes blogueuse, vous êtes la promotrice de What is happening in Africa.com, vous êtes écrivaine, vous mettez sur le marché dans quelques jours seulement ma version des faits et surtout ne partez pas parce qu'on va reparler Karim Mambou.
me désirer. Merci à toute la team. On va s'arrêter absolument un instant parce qu'il faut en parler avec Karine Mambo qui est avec nous en ligne. Ici les médias. Il fallait en parler. Alors, il fallait justement parler, les médias devraient parler et reparler de Ma version des faits, ce livre qui raconte l'histoire bouleversante d'une adolescente confrontée aux pires réalités de la vie, mais qui finira par se frayer un petit chemin. Nous en parlons tout de suite et maintenant avec Karine Mambo et Philomène Ducé. Karine Mambo, bonjour. Bonjour Philomène. Voilà, vous êtes une femme plurielle, Karine. Vous êtes blogueuse, présentatrice radio et télé, et puis écrivaine. Votre tout premier ouvrage, Ma version des faits, sera officiellement présenté ce 19 août 2017 à Johannesburg. Alors, Ma version des faits est présentée comme un mélange d'autobiographie et de fiction. Quelle est l'intrigue de ce roman? Ce livre, c'est juste que c'est une petite fille qui s'appelle Ngono, qui à l'âge de 10 ans a été violée à plusieurs par certains membres de sa famille. Donc ce jour-là, le jour où effectivement elle a été abusée, une enfant est morte, un avenir a été corrompu, et bien le livre démontre carrément comment est-ce que la petite Ngono, parce qu'il s'agit bel et bien d'elle, a pu faire pour se frayer un chemin dans la vie, pouvoir devenir quelqu'un de bien, malgré le traumatisme qu'elle a subi pendant l'enfance. À qui peut-on identifier la petite Ngono? À vous? Pas forcément à moi, mais la petite Ngono peut s'identifier à toutes ces femmes ou bien encore à toutes ces filles africaines qui ont été abusées par une tierce personne durant leur enfance ou encore pendant leur adolescence. La petite Ngono s'identifiera pas mal de femmes qui ont été violées, qui ont été abusées sexuellement. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire et justement de relater cette histoire? Cette histoire, je l'ai écrite parce que ça me concernait aussi particulièrement. C'était proche de moi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'autres personnes, d'autres femmes qui vivaient la même chose. Je me suis dit, voilà, c'était mieux qu'on écrive quelque chose pour décrire ce phénomène qui, de plus en plus, devient récurrent en Afrique. Et c'est parfois terrible parce que vous voyez, si vous avez été abusé par des personnes proches de famille, ça devient l'inceste. Et l'inceste, c'est quelque chose d'horrible. Donc, il fallait forcément écrire pour décrire ce phénomène, ou alors que des autres personnes qui pensent bas ou bien qui en souffrent puissent se libérer ou alors éviter cela à l'avenir. Oui. Quel est le message que vous souhaitez transmettre aux lecteurs de ce livre, Karine? J'interpelle les parents à être beaucoup plus vigilants sur leurs enfants, sur leur progéniture. Faut pas se dire que parce qu'on a des frères à la maison, on est à l'abri, les enfants, nos filles ou encore des garçons avec le phénomène d'homosexualité aujourd'hui. Mais je pense que malgré l'occupation extrême qu'un parent puisse avoir, il faudrait toujours qu'il puisse avoir un peu de temps pour son enfant afin de voir l'évolution de ce dernier, de causer et d'éviter les sujets tabous avec les enfants pour en savoir davantage si l'enfant a un quelconque traumatisme. Donc le message, c'est juste d'interpeller les parents et à plus de vigilance, ne pas donner une confiance aveugle. La confiance n'exclut pas la méfiance. Combien coûte Ma version des faits et où peut-on l'acheter? C'est disponible en Afrique du Sud au prix de 200 rennes. Au Cameroun, ce sera au prix de 5 000 francs CFA. Oui. Bon, pour ceux qui voudraient bien l'avoir, il y aura des contacts d'ici là pour la disponibilité au Cameroun avant la soirée dédicace. Oui. Parce que je compte être là-bas au mois de mars, le mois de la femme, parce que c'est un sujet sensible qui touche pas mal de femmes. Parce que lorsqu'on parle des parents, c'est beaucoup plus les femmes, parce qu'il y a des femmes célibataires qui élèvent leurs enfants toutes seules. Donc, oui. Je pense que je vais saisir l'opportunité de la semaine de la femme pour pouvoir faire la dédicace du livre. En mars 2018 au Cameroun. Tout à fait. Karine Mambo, auriez-vous un dernier message adressé à nos auditeurs en rapport avec votre roman? Ouais, Ma version des faits, je veux juste rappeler aux auditeurs que c'est en deux langues, qui est donc en français et en anglais. Ma version des faits avec le sous-titrage L'histoire d'une vie et en anglais, My version of the fact et Real Story of Life. Voilà, donc ce sont ces deux versions qui seront donc sur le marché à partir du 19 août prochain. Donc, pour ceux qui m'écoutent et qui sont du côté de Johannesburg, rendez-vous donc à Bramley, à 181 Coltrane Drive, pour la soirée dédicace qui va commencer à 18h30. Donc, ce sera 1 heure de dédicace. Et rendez-vous au Cameroun, c'est un livre qui me touche particulièrement. C'est un livre qui a été inspiré des faits réels, même si les personnages qui s'y trouvent sont fictifs. Mais c'est une histoire réelle qui nous touche, qui est dans l'actualité. Et voilà. Karine Mambo, on a hâte de retrouver votre version de faits dans toutes les librairies de l'Afrique et du monde. Je compte qu'avec votre souhait, on puisse atteindre les 5 000, voire même 10 millions
de vente. Why not? Voilà. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à ce livre Ma Vision des faits, qui est donc mon premier ouvrage. J'ai commencé à écrire le second, donc, mais on s'attelle déjà au tout premier et on verra la suite. Karim Mambou, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Je vous remercie Philomène et à très bientôt. À bientôt. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un data journaliste? En quoi consiste le métier de data journalisme? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Le data journaliste est un expert en investigation. À partir de chiffres, de données brutes, de statistiques, d'enquêtes, il s'évertue à récolter un certain nombre d'éléments lui permettant de traiter l'information pour en décrypter le message principal. Le data journalisme est donc une technique journalistique récente qui consiste à analyser des données complexes et en extraire des informations pertinentes pour les présenter au public d'une manière interactive. On peut le décrire comme l'association journalisme et informatique. Le métier a pour but de donner sens et visibilité à des informations dites complexes. C'est donc un véritable travail de fourmi sur la toile et ailleurs que cet expert entreprend pour recouper les messages, les informations nécessaires afin de structurer un discours, valider une thèse ou confirmer un point de vue. Une démarche scientifique qui le pousse à savoir analyser, décrypter, chercher des données. Il doit aussi multiplier les appels pour confronter au terrain les informations requises et bien sûr des rapports et analyses. Encore appelé journalisme de données, ce métier permet l'exploitation et la mise en image de données sous des formats plus ou moins structurés. Pour cela, il faut programmer pour automatiser une lecture de données à l'aide d'outils tels qu'Excel ou Access, puis collaborer avec un graphiste qui utilise des outils de représentation afin de structurer les formats. Le but étant d'exploiter les données, les programmer pour en faire des statistiques et les utiliser dans un reportage. Il faut chercher des sources, analyser les données, puis mettre en œuvre des bases de données visibles. Le data journalisme remplit donc deux fonctions principales pour les organisations de presse. Trouver des histoires uniques qui ne sont pas issues des dépêches et jouer un rôle de veille. Ce sont deux objectifs importants pour les journaux, particulièrement en temps de crise financière. Dans ce sens, le data journalisme s'évertue à interpréter des informations officielles de manière indépendante. Et en plus, le challenge, c'est de s'adapter au changement de notre environnement informationnel qui connaît une poussée du numérique. Bien pratiqué, le data journalisme aide à combattre la surabondance d'informations. Selon les spécialistes, c'est donc un bon traitement contre l'infobésité. Pour cela, des qualités d'analyse, un grand sens de la débrouillardise et une organisation paraît nécessaire. Le data journaliste doit avoir des idées claires, pouvoir classer et hiérarchiser les informations. À l'aise à l'oral, il excelle à l'écrit et maîtrise les outils numériques et logiciels spécifiques. Il doit également être au fait de l'actualité économique. Pour se forger et obtenir des armes solides pour exercer, il peut faire ses classes dans des filières économiques et informatiques. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de data journalisme, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition du C'est les médias. Je vous rappelle qu'on prendra les congés, on reviendra dans un mois environ. Soyez-en remerciés pour cette édition et soyez remerciés de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. Une saison passée avec cette équipe, producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, habillage Nemro Kwame, prise de son Emmanuel Ako, nos correspondants Roland Jacou et Marcel Bomba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karim Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier NKU à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Ditanet Partiti à Washington aux États-Unis. Vous retrouverez ce programme sur notre page Facebook, ici les médias. Dans ce studio est Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Ada Prod.